D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et évidemment, je suis ravie d'être à Bordeaux, ça c'est sûr et certain, puisque je suis issue de cette grande famille, évidemment, de l'ISPED, et aussi parce que je vois que dans cette lignée de l'ISPED, il y a un intérêt tout particulier pour la médiation scientifique. Et évidemment, la pandémie qu'on vient de vivre, c'est aussi, pas seulement, évidemment, le plus important, c'est l'impact qu'elle a pu avoir sur la santé en général, et d'ailleurs de manière très globale. Et merci à Sylvie Justom d'avoir rappelé que la santé, c'est pas seulement la santé physique, c'est aussi la santé mentale et environnementale et sociale. Donc ça, c'est évidemment un point absolument majeur, et c'est aussi très important que les élus soient très en pointe et des alliés de la santé publique. Ce qu'on a pu, et la pandémie, ça a été aussi un défi majeur à la connaissance. D'abord, un défi aux scientifiques, parce qu'il a fallu à la fois, évidemment, produire des nouveaux savoirs et les produire dans des délais extrêmement contraints. Quelle est la cause du virus, quelle est la cause, pardon, de la maladie, quelle est la séquence génétique, comment on s'en protège, etc. Puis pour la population elle-même, ça a été un défi pour comprendre dans des délais aussi extrêmement rapides, parce que comprendre, ça veut dire aussi mobiliser les bonnes connaissances pour se protéger et pour mobiliser ses savoirs dans sa vie quotidienne et évidemment se protéger et protéger les autres. Qu'est-ce qui a été vraiment nouveau? Parce que dans le fond, on est tous partis de zéro dans la connaissance ou dans ces connaissances, les scientifiques et la population. Mais qu'est-ce qui a été nouveau? C'est deux choses. La première, c'est que ces connaissances ont été partagées extrêmement rapidement. Et justement, avec un aller-retour entre les scientifiques et la population. Puis la deuxième chose extrêmement nouvelle par rapport à cette rapidité, à ce temps réel de la connaissance, c'est aussi que, aussi en temps réel, immédiatement et massivement, les connaissances ont été challengées. Et ça, je crois que nous n'avons jamais vécu dans l'histoire des maladies autant de temps réel et de massifs challenge et des connaissances qui ont été partagées. Alors, je vais vous donner la réponse, en tous les cas, telle que je vous la propose, mais elle peut être discutée. Non, nous ne sommes pas devenus 68 millions. D'abord, dans les 68 millions, il y a déjà 10 millions d'enfants, donc il est plus difficile, encore que, pardon, qu'ils soient épidémiologistes, mais l'épidémiologie, c'est un métier, comme l'a souligné Antoine et Simone. Néanmoins, on peut dire que collectivement, on a quand même beaucoup appris. Et on a beaucoup appris sur le risque et sur un certain nombre de termes. Et j'ai pris, alors vraiment de manière, c'est extrêmement facile de retrouver maintenant sur Internet justement des coupures de journaux. Donc j'en ai pris 3, pas tout à fait au hasard, mais en tous les cas, parce que les titres des journaux sont devenus des titres quasiment de journaux scientifiques. Or, c'est des grands journaux, hein, c'est Le Parisien, un des journaux grand public les plus lus, et puis Le Figaro. Et donc, on parle d'évolution de l'épidémie, on parle d'incidence. C'est la première fois que j'ai vu le taux d'incidence à la une des journaux, enfin, en tous les cas dans mon expérience, et on parle de vagues et de 8e vague, et c'est pas du cinéma, entre guillemets, c'est l'épidémie. Donc, il y a eu une mobilisation de la presse extrêmement forte, donc avec des passeurs, des pédagogues du risque, parce qu'il faut comprendre quand même ce que c'est qu'un taux d'incidence, donc des nouveaux cas, donc une courbe épidémique, et donc beaucoup de journaux qui se sont mobilisés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté ou un besoin de comprendre ce qui nous arrivait, et pendant cette période, à peu près la moitié des dépêches de l'agence France Presse étaient consacrées au Covid. Et 80% du temps passant des chaînes, donc sur la première année, 80% du temps passant sur les chaînes de grand public, de télévision, était consacré au Covid. Donc 4 minutes sur 5, c'était le Covid. Donc forcément, on a progressé quand même dans cette connaissance.
Mais ce qui est intéressant, et en particulier évidemment en santé publique, c'est de voir qu'on part de faits scientifiques pour, à partir de ces faits scientifiques, apporter, et Sylvie Justot me l'a souligné, apporter un appui à la décision. Les scientifiques ne sont pas des décideurs. Et a priori, même si parfois on a pu penser que tout d'un coup ils le devenaient, mais les décideurs, ce sont les élus, ce sont ceux qui sont en charge de la gestion de l'épidémie. Et donc les faits, néanmoins, on part toujours des faits scientifiques pour apporter un éclairage aux décideurs, et puis on part des faits scientifiques aussi pour informer le citoyen qui est plutôt très demandeur, évidemment. Et l'idée aussi, c'est que ces faits scientifiques qui sont par définition extrêmement complexes, eh bien, il faut les transformer dans des messages qui sont suffisamment simples, qui vont impacter la connaissance. Et donc, ça, me semble-t-il, c'est l'enjeu de la médiation scientifique. Et ce que je veux partager avec vous, c'est un peu d'expérience de Santé publique France, très humblement évidemment, mais dans ma propre expérience que je partage avec vous. Alors, pour constituer des faits scientifiques et des informations qui vont être fournies aux décideurs et aux citoyens, il faut d'abord déployer un système de surveillance. Donc un système de surveillance épidémiologique avec des données qui sont de l'ensemble des sources du compartiment de l'épidémie, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre de consultations par les médecins, le nombre de passages aux urgences, le nombre de personnes qui passent à l'hôpital et malheureusement aussi le nombre de décès. Donc c'est important de pouvoir disposer de l'ensemble de ces informations. On a un système qui est multisource, qui s'est constitué dans les premiers mois de l'épidémie, avec donc de très nombreuses sources de données. Ce qui est nouveau, c'est le temps réel de collecte de ces données, avec leurs qualités et leurs défauts, et aussi ce qui est nouveau, et ce qui a été une volonté forte de l'agence, c'est qu'on puisse très rapidement non seulement utiliser évidemment ces données pour renseigner, informer, éclairer le décideur, est-ce qu'on porte des masques, est-ce qu'ils sont obligatoires, dans quel territoire, mais pour produire ces indicateurs au plus fin du territoire et aussi pour les fournir aux citoyens et de manière ouverte, et non seulement de fournir le résultat, le taux d'incidence est aujourd'hui de 125 pour 100 000 ou le nombre de cas est de 50 000, etc. sur le territoire national, mais aussi l'idée, c'est de le fournir avec l'ensemble des méthodes qui permettent de calculer ces indicateurs. Et vous le croiriez, c'est ce qu'on appelle le service client aux citoyens, entre guillemets. Croyez-le ou pas, on a été extrêmement challengé sur les méthodes de calcul. Et il nous est arrivé d'ailleurs de les corriger pour un ou deux indicateurs à un moment donné et d'avoir à communiquer là-dessus, alors que c'est des indicateurs qui présentent une certaine complexité de calcul. Donc il y a un enjeu à la fois de mettre à disposition les données, d'expliquer comment elles sont calculées et de le faire évidemment chaque jour. Et enfin, de le faire avec donc, un certain nombre de données donc, qui permettent de l'open data. Vous voyez qu'en 2020, dans la plateforme d'open data, on voit l'explosion de l'utilisation de ces pages, 31 millions de visites, 110 millions de pages qui ont été vues en 2020. Autrement dit, chaque jour, un certain nombre de Français, peut-être pas 68 millions, mais en tous les cas un certain nombre, allaient consulter ces données. Et donc on a évolué dans la manière de les présenter et ce qu'on a également institué, c'est un décryptage hebdomadaire par la presse qui a été aussi très fortement sollicité pour décrypter et expliquer l'épidémie. Donc ça, c'est la première étape, mettre à disposition les données, les mettre à disposition largement, les mettre à disposition avec les méthodes de calcul. Et puis, évidemment, on sait parfaitement que dans ce cas, là aussi, au-delà de l'enjeu de communication, il y a un certain nombre de limites de compréhension. Et là encore, eh bien, ce qui est important
pour à la fois le décideur qui se pose la question de savoir quelles sont les options de gestion, et pour le citoyen, mais quel est le risque là où je vis dans mon quartier, eh bien évidemment c'est son niveau initial de culture scientifique, et là encore la médiation et tous les outils de la médiation sont importants. Ce que je vais partager avec vous, c'est à partir de ces données, donc de ces enjeux de médiation scientifique, quel est le processus par lequel, à l'agence, on a pu, au-delà de ces indicateurs, mais utiliser ces données ou ces faits scientifiques justement pour construire des dispositifs de communication et de médiation scientifique. Ça se rapproche aussi des méthodes de ce qu'on appelle le marketing social et qui vise à identifier des objectifs des populations et à mettre en place un dispositif qui mobilise des acteurs et donc qui vise à la prévention ou l'amélioration de la santé. Alors tout part, et dans une agence scientifique comme Santé publique France, tout part de la démarche scientifique. J'ai choisi un exemple qui n'est absolument pas un exemple du Covid, mais tout part de la démarche de faits scientifiques. Et donc je vous donne un exemple qui est donc lié au tabac. Le tabac, c'est le plus fort déterminant de santé modifiable en France. Environ un quart des adultes fument chaque jour et ça représente chaque année environ 75 000 décès. Donc évidemment, c'est un déterminant auquel on a envie de s'attaquer en priorité compte tenu du fardeau des maladies. Donc on part de faits scientifiques. Le deuxième aspect dans la construction d'un dispositif de communication ou de médiation scientifique à l'agence, c'est d'identifier le public. C'est quoi la population à cibler? Est-ce que c'est les jeunes pour éviter qu'ils rentrent dans le tabac? Est-ce que c'est ceux qui fument pour les inciter, les accompagner dans le sevrage tabagique? Est-ce que c'est les femmes enceintes? Est-ce que c'est les personnes qui sont socialement défavorisées? Et donc, je vous donne un exemple où on a la population que l'on a ciblée, c'est celle qui doit pouvoir être accompagnée ou avoir un dispositif qui l'accompagne dans le sevrage tabagique. Et on est en novembre, qui est le mois sans tabac, évidemment, vous avez compris que je vais aboutir à cet exemple-là. Et puis on définit deux types d'objectifs. Des objectifs de santé publique, diminuer évidemment la fréquence du tabac, de consommation de tabac, c'est aussi diminuer la fréquence des AVC, des infarctus du myocarde, des cancers. Et puis on définit aussi des objectifs de communication. Et c'est c'est ces deux objectifs qu'on va évaluer. Donc les objectifs de communication, c'est est-ce qu'on peut reconnaître, est-ce qu'on a été exposé au dispositif, est-ce qu'on reconnaît les messages. Donc il n'y a pas seulement des objectifs de santé publique, il y a aussi des objectifs de communication. On met en place le dispositif et donc à ce moment-là, tout le travail multidisciplinaire qui a été déjà fait, puisque ça mobilise non seulement des épidémiologistes, des statisticiens, des sociologues, des anthropologues, etc., mais ça quelquefois aussi des tests avec des citoyens. Et au moment du dispositif ou de la création du dispositif, là, on mobilise, à partir d'un brief scientifique, on mobilise aussi des créatifs. Donc là, il y a une agence de communication qui intervient et qui propose des pistes créatives. Et tout le travail consiste, d'une part, à trouver justement le message simple entre plusieurs messages, qu'on peut d'ailleurs évaluer par des études randomisées, donc ça reste très scientifique dans la démarche. Et puis ça concerne aussi tout un plan d'action, parce que ça n'est pas juste un message, c'est aussi, comme ça a été montré pour la ville de Bordeaux, un certain nombre de plaquettes, d'affiches et aussi d'alliés qu'on mobilise, les élus, des citoyens engagés. On a bien vu par exemple pendant le Covid, mais pour le tabac aussi, on a des ambassadeurs, par exemple Moi sans tabac dans chaque région auprès des agences régionales de santé. Pour le Covid, on a vu qu'il y avait des citoyens engagés, Guillaume Rosier et Covid Tracker, qui aussi se sont impliqués dans cet effort de médiation scientifique. Il peut y avoir plein d'autres acteurs, mais évidemment,
il est important qu'il y ait des acteurs et des alliés dans chacun des territoires quand on déploie des dispositifs avec des outils à l'échelon national. Et puis évidemment il est très important, puisqu'on a des objectifs de santé publique et de communication, de pouvoir les évaluer et de faire ces tests a posteriori, et je vous donnerai un exemple avec un des messages qui a été développé pendant le Covid, et donc on reboucle, c'est-à-dire que chaque année, et c'est vrai pour Moi Sans Tabac, cette année il y a eu un effort d'évolution de la construction de Moi Sans Tabac, plus collectif, avec une grande émission grand public par exemple, très mobilisatrice, mais aussi beaucoup plus d'événements sur le terrain. Et donc on évalue évidemment l'ensemble de ce dispositif qui va évidemment nourrir toute la démarche scientifique et évidemment pouvoir améliorer le processus pour l'année suivante. Alors je vais vous donner 3 exemples du Covid avec ce que je comprends moi personnellement, épidémiologiste, de notre démarche de médiation scientifique à l'agence. Première, mais qui intègre tout ce processus du fait scientifique complexe au message le plus simple possible, mais fidèle et cohérent avec la science. Premier exemple. Je pense que ces affiches vous sont sans doute familières. En tous les cas, moi, je les ai vues beaucoup partout où j'ai pu me déplacer. Le premier aspect ou la première étape, ça a été à partir du moment où on sait qu'un virus est cause du Covid-19, que ce virus est le virus d'une maladie respiratoire, donc il est plutôt dans la sphère ORL et pulmonaire. Il se transmet par les gouttelettes, les aérosols. Il se transmet aussi sur les surfaces puisque les gouttelettes vont se répartir aussi sur les surfaces, mais les aérosols sont extrêmement importants. Et puis on sait que l'alcool ou le savon détruisent l'enveloppe du virus. Si l'enveloppe du virus est détruite, eh bien le virus est détruit aussi. Et donc là, l'idée des affiches, ça a été à la fois évidemment de refléter l'ensemble des gestes qui permettent de limiter la circulation du virus, donc il y en a un certain nombre, mais de les représenter de manière simple. Pourquoi simple avec des pictogrammes? Parce que, et bien sûr qu'il y a un sous-titre, mais c'est très important le pictogramme parce que ça permet que cette information soit accessible à chacun. On n'a pas besoin d'avoir un niveau de culture en santé ou scientifique très important pour comprendre ces messages, et c'est extrêmement important parce que chacun doit pouvoir être au même niveau ou au niveau le plus égalitaire ou équitable dans l'information qui est transmise. Et donc, même si on fait une affiche qui est assez substantielle dans son contenu, eh bien, l'idée c'est que la partie pictogramme soit la plus facile possible à comprendre, et que du coup, par exemple, et on comprend du coup qu'il faut se laver les mains, il faut aérer les lieux clos pour toutes les raisons scientifiques de connaissances sur le virus. Deuxième exemple, qui est un peu un contre-exemple, je dois dire, on a un progrès majeur pendant cette épidémie, et évidemment la vaccination a été un progrès d'abord assez rapide, mais aussi absolument majeur. Les premiers vaccins ont été disponibles fin 2020 et ils ont montré chez l'homme qu'il y avait une efficacité extrêmement importante, extrêmement élevée contre les formes graves, donc contre les complications de type hospitalisation, avec un rapport bénéfice-risque qui était favorable, mais on sait, ça ce sont les faits scientifiques, que l'efficacité de ces vaccins est limitée contre la transmission du virus. Donc il faut quand même continuer à porter le masque et à aérer les locaux, etc. Ce qui a été choisi à ce moment-là comme communication, et pour des tas de raisons, mais c'est de donner l'image d'un retour possible à une vie normale.
même si la personne portait le masque. Et ce message, en fait, quand on l'évalue, il est compris comme le vaccin protège contre le Covid, sous-entendu, y compris contre sa transmission. Et là, il y a eu une difficulté ou une mauvaise compréhension dans l'ambiguïté de ce message, y compris tous vaccinés, tous protégés, qui reste encore dans la tête des gens. Mais je ne comprends pas, on me demande de me faire vacciner, mais je peux quand même avoir le Covid. Oui, mais c'est des formes moins graves. Oui, mais quand même, on m'avait dit que je serais protégé. Donc, c'est pour vous donner un contre-exemple de, sans doute, dans cette construction de message, le fait qu'il y avait une ambiguïté. Et puis, troisième exemple, l'impact de la pandémie sur la santé mentale a été absolument majeur. Et communiquer, donc c'est des données que Santé publique France a produit, en particulier des alertes à partir de la fin du premier confinement, mais surtout à partir de la rentrée de 2020, où on a vu, sur la base des enquêtes qu'on avait mises en place, d'abord une très forte augmentation des troubles anxieux et des troubles dépressifs depuis septembre 2020, à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants, avec des recours aux urgences pour gestes suicidaires chez les 12-17 ans qui étaient tout à fait inquiétants, doublés, triplés par rapport à la situation antérieure, et par exemple avec un tiers de la population française qui déclarait des troubles anxieux et dépressifs, c'est-à-dire 2 fois plus que dans la situation antérieure qu'on connaissait du baromètre de Santé publique France en 2017. Ce qu'on a vu aussi, et donc ça c'est une étude d'Epiphare, qui est donc le groupement associant l'ANS, je regarde Antoine Pariente parce que c'est un groupe auquel il contribue bien entendu, et donc ANSM Assurance Maladie qui analyse les données de l'assurance maladie et qui montre une augmentation forte des prescriptions des psychotropes. Donc il y a une parfaite cohérence dans l'alerte sur la maladie, mais aussi sur la consommation de soins. Et puis par ailleurs, quand on fait une enquête sur est-ce que vous vous estimez, envers un panel de Français, est-ce que vous estimez suffisamment informés sur les symptômes et est-ce que vous avez un intérêt pour qu'on vous informe plus en termes de dispositifs de soutien et d'information? Eh bien, les Français répondent en grande majorité oui, évidemment, à ce moment-là. Et on conçoit, ce qui n'existe quasiment jamais, mais en l'espace de 6 mois, plusieurs campagnes d'information, d'abord avec des messages qui sont très basiques, et parce que aussi on a l'impression de lever un tabou, on contribue à lever ce tabou. Et donc l'idée c'était que la communication devait être la plus simple possible, parce que la culture sur les signes était faible, parce que la culture sur qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là est très faible, et parce que les dispositifs de soutien ne sont pas connus. Donc il faut revenir à quels sont les signes, si je suis triste par exemple, etc. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux en parler à mon entourage, et mon entourage lui-même doit être en capacité aussi de pouvoir reconnaître si j'ai ces signes-là, et de m'orienter au mieux vers un certain nombre de dispositifs. Et l'idée, c'était d'avoir des dispositifs les plus larges possibles et qui s'adaptent aux différentes populations. Donc en haut, c'est la campagne qui a été faite pour les adultes, qui n'est pas la même que la campagne ensuite pour les adolescents. Et la campagne grand public des adultes, par exemple, elle passait à la télé. Celle des adolescents, évidemment, elle était sur les réseaux sociaux, parce qu'ils regardent quand même beaucoup leurs écrans entre 12 et 17 ans, même si on peut évidemment rester dubitatif sur les conséquences. Mais en tous les cas, l'idée était évidemment d'avoir plusieurs publics, mais de s'adapter complètement à ces publics, et évidemment d'avoir aussi des affiches et des différents dispositifs qui permettent de toucher le plus possible l'ensemble des populations, y compris, comme la petite affichette « Vous vous sentez stressé, anxieux ou déprimé » était utilisée là aussi avec des pictogrammes et dans un esprit d'être le plus simple possible. Je vous donne un exemple d'évaluation là de la communication. Donc ce qu'on évalue, c'est l'exposition, la perception du message, mais aussi les effets.
Et donc, après cette première campagne auprès des adultes, 69% reconnaissent la campagne. C'est 9 points de plus que ce qu'on a en général pour toutes les campagnes. 88% la jugent utile. Là aussi, c'est vraiment dans le standard. 45% se sentent personnellement concernés par le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente, une vraie reconnaissance que le sujet est important, mais aussi une vraie attente. Et puis 83%, là aussi, c'est plus 29 points par rapport aux campagnes habituelles. 83% jugent que cette information est nouvelle. Et donc forcément, il y a un intérêt et elle est jugée importante. Et puis, tous les dispositifs, donc Internet, numéro vert, fil santé jeune, ont augmenté leur... donc ça, c'est l'effet, ont été sollicités entre 25% et 150%. Donc voilà, à travers 3 exemples, comment on a contribuer à justement faire en sorte que les Français deviennent un tout petit peu épidémiologistes, mais surtout à améliorer leur santé. Donc certes, les 68 millions de Français ne sont pas devenus épidémiologistes, mais on a sûrement beaucoup progressé sur la perception du risque. Et ce qui est extrêmement important, c'est aussi de pouvoir se dire que des initiatives comme Dilemme vont pouvoir aussi être des alliés. Justement, une agence nationale, elle ne peut pas évidemment tout faire et il doit y avoir des initiatives dans les territoires qui viennent conforter, améliorer, prolonger toute cette information sur le risque. Et sur la perception et la meilleure compréhension des sujets de santé. Après une pandémie à l'impact exceptionnel parce que les connaissances ont été très évolutives, parce que le virus a été aussi très évolutif. Je n'ai pas parlé des variants ou d'autres sujets qui ont nécessité qu'on adapte nos connaissances et qu'on les fasse évoluer au fur et à mesure. Ça a été un moment historique, mais aussi extrêmement innovant, comme tous ces moments de grands changements, à la fois sur la diffusion, le partage d'informations scientifiques. J'ai insisté sur un système d'information et de surveillance qui a été mis en place extrêmement rapidement et qui s'est adapté. Ça a été aussi une période, et là, le rôle de la médiation scientifique et de l'autonomisation de chacun dans la culture scientifique et la culture de santé est très importante pour faire face à des phénomènes d'infodémie, de défiance et de controverses qui sont extrêmement importantes. Alors, la médiation scientifique, évidemment, c'est un maillon essentiel pour rendre accessible un savoir complexe à des personnes qui ne connaissent pas ces sujets-là nécessairement de manière aussi approfondie que des spécialistes. Ça répond à un besoin humain qui est fondamental, c'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est un besoin évidemment très important. C'est très important aussi de partager une culture scientifique, c'est-à-dire un esprit critique, de curiosité, d'intuition, d'améliorer l'accès aux connaissances scientifiques et aux enseignements. Chacun joue sa part là-dedans, mais aussi de pratiquer, d'analyser, d'investiguer. Donc il y a cette déambulation que vous allez faire et qui va vous permettre aussi évidemment d'améliorer la culture scientifique et enfin de prendre conscience de ce que sont que les fondements scientifiques, les actions efficaces qui sont à concilier sur la durée avec des contraintes, le temps réel, l'anticipation et j'ai beaucoup insisté sur la cohérence des messages. C'est pas parce qu'on simplifie des messages qu'on ne doit pas rester fidèle aux faits scientifiques parce qu'on peut risquer aussi, sinon, évidemment, un effet boomerang. Alors évidemment, on peut capitaliser sur ces acquis, et il y a encore énormément de sujets. On est ici dans la maison éco-citoyenne, dont j'ai commencé par les impacts du dérèglement climatique, mais aussi des inégalités sociales, du vieillissement, et comment promouvoir évidemment des environnements favorables à la santé. Je ne le dis pas parce qu'on est aujourd'hui dans la maison éco-citoyenne, mais parce que c'est l'enjeu de la santé publique d'aujourd'hui, de demain, c'est évidemment de bâtir ensemble
ensemble, les spécialistes et les non spécialistes évidemment, parce qu'on est tous concernés, des environnements qui sont favorables à la santé. Et la place de la médiation, elle est essentielle, parce que finalement cette démarche et ce processus de médiation fait la synthèse de tout le processus qu'on a décrit. Et il agit sur le premier des leviers pour être autonome, c'est d'améliorer la culture scientifique, d'améliorer aussi évidemment par là même la culture en santé et de pouvoir mobiliser chacun justement pour des environnements favorables à la santé. Donc je souhaite plein succès évidemment à toute cette démarche qu'il faut absolument continuer à soutenir et qui va continuer à vivre. Merci beaucoup.